Alors Isabelle Mercier donc, est secrétaire nationale à la Confédération, en charge notamment, mais peut-être tu peux dire aussi quels sont tes autres dossiers, de la question du temps de travail. Alors, au niveau de la Confédération, comment voyez-vous que s'expriment ces nouvelles attentes des salariés et quelles sont les nouvelles données, en fait, sur les questions de temps de travail ? Ok, alors d'abord bonjour, je suis très contente d'être avec vous et ça me permet d'apercevoir les anciens de ma région que je salue. Alors je suis sur le travail comme dossier, secrétaire national en charge du travail, donc de tout ce qui concerne le travail, des questions autour des accidents du travail, de la santé au travail, jusqu'aux enjeux d'organisation, de dialogue professionnel, d'aménagement du temps de travail et tout ça et tout ça. Et également sur la formation syndicale et fonction publique, notamment sur la partie élection des fonctions publiques. Du coup, moi je suis très contente d'être avec vous, puis je vous remercie de l'invitation sur un sujet qui touche vraiment beaucoup tous les travailleurs. Et j'avais envie, avant de démarrer sur ce que j'avais prévu, de rebondir sur à la fois ce qui vient de se dire là, mais ce qui s'est dit aussi tout à l'heure, où on voyait bien que les 35 heures ont été, il y a maintenant quelques années, puisque ça a permis à beaucoup de développer la parentalité, mais on voit bien que maintenant nos enfants sont grands, que ça a été un sujet de développement et un objet de développement, et que ça a été un objet de développement parce qu'on a parlé organisation du travail avec les salariés et qu'on a parlé tout simplement du travail avec les salariés. Et le parallèle que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est que on vient de traverser quand même 6 mois d'une réforme retraite qui a été d'une lutte contre la réforme des retraites qui a été inédite dans sa mobilisation. Et quand on regarde nos chiffres de développement, on est, je n'ai pas les chiffres exacts, on est à quasiment 4% de progression avec moins de départs. Et on a des adhésions nombreuses chez les cadres. Et on a parlé pendant 6 mois, et on a vraiment mis pendant 6 mois la question du travail au cœur des revendications. On a incarné, nous, la CFDT, la question du travail, et on voit bien que quand on fait parler les gens de leur travail et de leurs difficultés au travail, c'est quand même un vrai sujet et de développement, de syndicalisation. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure que fallait remettre ces choses-là plus centrales ou avoir des enjeux revendicatifs qui boostent. Bah, clairement, cette question du travail aujourd'hui, elle est boostante et elle nous permet vraiment de reprendre pied avec le terrain, avec la proximité, en allant voir les collègues et en parlant avec eux. Et du coup, je trouve que voilà, il y avait des parallèles assez intéressants. Maintenant, pour dire sur les questions d'aménagement du temps de travail, et ça ressort beaucoup aussi dans les échanges, les questions sont quand même très tourne autour de la question de l'organisation du travail quand même et du dialogue social et du dialogue professionnel qui est vraiment un axe fort que à la CFDT on tire et sur lequel on investit beaucoup parce que on voit bien que l'aspiration des salariés, si on regarde, elle a beaucoup changé. La place du travail qui était très centrale hier, elle l'est toujours aujourd'hui, mais elle est quand même avec un certain nombre d'éléments, la vie de famille, l'engagement, on a dit les parents aidants, les amis, etc. Et donc le côté central qu'avait le travail dans la vie se diversifie d'une part. On a aussi aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes, les aspirations des salariés, qui n'est pas tant de travailler moins finalement, mais c'est de travailler mieux et d'être plus reconnus dans leur travail et d'y mettre davantage de sens. Et ce que vous avez dit les uns et les autres, bah, ça traverse, on le ressent vraiment beaucoup. Et puis, on a aussi été quand même percuté par un certain nombre d'événements. Alors, il y a le Covid, évidemment, qui a eu un effet, qui a eu beaucoup d'effets, qui a mis en chômage partiel un certain nombre de personnes. Donc, quand on est en chômage partiel ou qu'on ne travaille pas, c'est quoi, du coup, ma plus-value dans le travail? Est-ce que je suis vraiment très utile, puisque pendant 3 mois, on peut me renvoyer chez moi et ne pas me mettre à travailler, pendant qu'il y en a d'autres qui sont essentielles et qui se débrouillent par elles-mêmes de manière autonome, finalement, à organiser leur travail pour se maintenir l'activité tout en préservant leur santé, sans que personne n'ait pensé avec elles
cette mise en sécurité. Enfin, je pense à la santé, où ça a commencé quand même avec des sacs poubelles en guise de prévention quand même. Et aujourd'hui, 2 ans après, on est revenu à un management de ces gens avec des traits descendants, en effaçant un peu cette place à l'autonomie. Et puis l'effet Covid, ça a été aussi l'effet du télétravail qui a fait quand même booster l'approche numérique du travail avec le travail à distance, qui a fait rentrer le travail dans les domiciles et qui a fait rentrer le domicile dans les espaces de travail aussi, parce que les frontières sont quand même beaucoup moins étanches que ça ne l'était auparavant. Et puis, on a eu aussi, dans cette phase-là, qui amène quand même un certain nombre de changements sur le regard au travail, des crispations entre ceux qui travaillaient, qui étaient obligés de travailler en présentiel, et tous les autres, mettant un certain nombre de fractures quand même dans l'entreprise. Du coup, voilà, on a ce Covid qui vient percuter énormément la place du travail et la relation au travail et au temps de travail et à l'organisation du travail. On a aussi, en termes de communication, les choses qui ont été complètement bousculées, notamment avec les mails qui demandent de l'immédiateté, qui intensifient fortement le travail, qui viennent percuter la concentration et interrompre sans cesse les tâches, parce que voilà, on a une gestion aussi souvent au fil de l'eau. Et puis on a, pour donner encore un dernier élément de contexte, une phase retraite où le travail a été mis dans une place centrale et où la parole des travailleurs, et notamment par le biais de la CFDT, a été incarnée, et où la parole s'est libérée. On a redonné la parole aux travailleurs sur leur vie au travail, sur l'intensification du travail, sur l'usure professionnelle, et aussi et surtout sur ces questions d'organisation et d'articulation du travail. Donc voilà, sur un peu un élément de contexte un peu large. Le deuxième élément de contexte, c'est quand même les parcours pro qui ont beaucoup évolué, avec paradoxalement des enquêtes qui montrent que les travailleurs n'ont pas tant que ça envie finalement de changer de métier tout au long de la carrière, mais où on observe quand même des vraies bifurcations professionnelles et des salariés qui ont de moins en moins des parcours linéaires. Ça commence par des petites boîtes, de l'intérim, du CDD, après on est titulaire, on va dans des grosses boîtes. Les grosses boîtes se filialisent, il y a de la sous-traitance, et du coup on a quand même le monde de l'entreprise et de l'administration ont aussi beaucoup évolué, ce qui fait que là aussi le rapport au travail et le rapport au temps de travail et à l'organisation du travail, ça nécessite d'être questionné. Et le dernier élément, puisque je suis avec vous, je me disais que c'était important d'en parler aussi, c'est la question du management. Le management entre le management hiérarchique, le management de projet qui est en train de... Voilà, 2 types de management différents, mais qui cohabitent dans les entreprises sans qu'on ait vraiment travaillé les articulations entre les deux, et qui viennent percuter la qualité de vie des managers et au travail. Le management hybride, avec, vous avez fait beaucoup de recherches sur le sujet, mais avec le télétravail, comment avec le télétravail, comment avec l'aspiration des gens à travailler autrement, on arrive à traiter des enjeux individuels et en faire des enjeux collectifs, comment on est à l'écoute, parce qu'on est bien obligé d'être aussi à l'écoute des aspirations individuelles pour en faire aussi un traitement et un enjeu collectif, parce que le monde de l'entreprise et de l'administration, c'est aussi un espace collectif de relations sociales. Et comment dans cette vie au travail différente, le manager peut être un élément facteur de mettre du lien et de faire de la relation au travail. Et le dernier élément sur la question des managers, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on mène un travail avec Luc sur le sujet, enfin c'est Luc plutôt avec moi, puisque c'est lui qui est en pilotage, et sur le management avec l'intelligence artificielle, où on voit
des exemples, par exemple, à la Poste, où les managers qui étaient habitués à organiser le travail, aujourd'hui, c'est par l'intelligence artificielle que ça se produit. Et moralité, ce qui se passe, c'est que quand il faut adapter l'organisation du travail, ils n'ont plus de marge de manœuvre, ils sont obligés d'aller demander à leur hiérarchie pour réorganiser le travail. Donc, tout ça, ça vient complètement percuter le rapport au travail. Du coup, dans tout ça, parce que c'est un peu, ça me semble important de faire ces chapeaux-là, parce qu'on voit bien que la question du temps de travail et de l'aménagement du temps de travail et des articulations du temps de travail, c'est quand même très lié et à l'organisation du travail et à la question du dialogue professionnel, que moi j'appelle aussi le management par la professionnalité, c'est-à-dire c'est comment on va sur le travail réel, comment on s'adresse sur l'expertise et l'usage des salariés pour travailler avec eux la question de l'organisation du travail et comment le dialogue professionnel, on arrive à l'articuler avec le dialogue social. Et dans tout ce qu'on porte aujourd'hui, notamment sur le CETU, sur lequel je vais venir, et sur la semaine de 4 jours, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on porte, mais c'est quelque chose quand même sur lequel on peut intervenir, eh ben, ça ne peut se faire que par le biais, que par le lien d'une négociation en dentelle. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, ce n'est pas une loi qui va dire il faut négocier l'organisation. Enfin, la loi peut dire il faut que les entreprises négocient l'organisation du travail. Mais concrètement, l'organisation du travail, elle se négocie dans l'entreprise au plus près des services, au plus près de la vraie vie et du travail réel. Donc, voilà. Du coup, la CFDT, face à toutes ces aspirations, en 2014, à Marseille, pour ceux qui étaient là, elle a mûri l'idée d'une banque des temps. Une banque des temps, c'était l'idée à l'époque de partir du diagnostic que je viens d'évoquer, des salariés qui ont un rapport au temps différent, qui ne vivent pas le travail avec forcément une réduction à la semaine, mais qui peuvent avoir besoin, quand ils sont jeunes parents, moins jeunes parents, moins jeunes parents, d'un aménagement du temps différent. L'idée aussi de se dire que les salariés ont des parcours professionnels atypiques qui vont changer d'entreprise. Et puis de se dire aussi que le compte épargne-temps, qui est quand même quelque chose d'intéressant pour les salariés, est beaucoup mis dans les grosses boîtes et que les salariés des petites boîtes et des moyennes n'en bénéficient pas et que ceux qui sont en intérim encore moins et les CDD encore moins et qu'il y avait là une vraie injustice. Et donc l'idée de la CFDT, ça a été de se dire on va créer un droit qui s'attache à la personne, qui s'appellera la banque des temps, dans lequel les salariés pourront épargner du temps, épargner du temps, mais que ce temps épargné ne sera pas rattaché à un contrat de travail, mais sera bien rattaché à l'individu lui-même et donc par un compte qui sera géré en dehors de l'entreprise. Cette idée, elle a mûri. On a eu Rennes qui a un peu affiné, le congrès de Rennes qui a un peu affiné tout ça, et puis le congrès de Lyon qui a quand même tracé les grandes lignes de ce que la CFDT porte sur le compte épargne-temps. Ça s'est transformé en compte épargne-temps universel, et on a la chance, on va dire, que notamment par la force et la puissance du mouvement retraite sur les questions travail, que cette question du compte épargne-temps va rentrer dans une phase de négociation là, avec 3 autres sujets que je vais aussi évoquer. Et donc la question du compte épargne-temps universel, c'est l'idée d'avoir un compte épargne qui soit universel, donc pour tous les salariés, quel que soit leur statut, quelle que soit l'entreprise, qui soit non opposable, c'est-à-dire et qui soit propre à la personne avec une dimension de confidentialité, qu'il y ait un abondement dans ce compte épargne-temps et du temps que tout au long de sa carrière, le salarié peut utiliser, soit une journée de temps en temps, soit de manière plus importante pour partir sur 2 mois, pour faire ce qu'il veut. Nous, dans l'idée telle qu'on le développe aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait être plafonné à 1 année, de sorte que ce compte-là puisse être utilisé tout au long de la vie et de ne pas en faire un objet qui soit utilisé par les employeurs au moment des départs en retraite pour faire partir les gens
plus tôt, par exemple. Et là où on a une petite ligne rouge, c'est sur la monétisation de ce compte épargne-temps universel, parce que le risque qu'on y voit autrement, c'est d'en faire un objet de pouvoir d'achat, et que le pouvoir d'achat, c'est notamment autour des rémunérations que ça se joue, et que c'est pas en travaillant plus et en épargnant du temps, en travaillant plus, qu'on peut faire... et en mettant du coup la vie des salariés en danger, qu'on doit augmenter le pouvoir d'achat. Et du coup, dans la négo qui s'ouvre aujourd'hui, ce compte épargne-temps universel, il est articulé avec deux autres sujets. Je dis trois parce que moi j'en mets un peu au cœur. Le premier sujet, c'est l'emploi des seniors, avec à la fois l'idée autour de 45 ans, donc bienvenue dans le monde des seniors à ceux qui ont 45 ans dans la salle, que à 45 ans, il y ait un rendez-vous professionnel qui permette de regarder comment le salarié se projette sur la carrière, sa deuxième partie de carrière. Et puis c'est surtout comment sur cette deuxième partie de carrière, quand on approche les 55-60, on met en place des choses pour maintenir l'emploi, le maintien dans l'emploi, pour l'employabilité, pour le retour à l'emploi, et comment tout cela on l'accompagne. Et là on voit bien qu'il y a une question encore d'organisation et de management. Le deuxième sujet, c'est autour de l'usure professionnelle et de la reconversion. Donc l'usure professionnelle, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les entreprises, notamment autour de l'organisation du travail, autour des préventions, des gestes et postures, pour prévenir les TMS, pour prévenir les accidents du travail, pour prévenir tout ce qui va être de l'ordre de l'usure professionnelle, et comment on peut accompagner les salariés avec un parcours formation, avec une projection sur d'autres types de métiers. Là aussi, on a la place du manager et des pratiques managériales, et on a la place de l'organisation du travail. Et donc, on voit bien que... Et donc, le troisième élément étant le CETU, qui est une articulation, un aménagement du temps de travail tout au long de la vie. Et donc, c'est cette négociation autour de ces trois axes. Au cœur, on a bien la question de l'organisation, on a la question du management, et on a la question du dialogue professionnel qui va bien falloir réussir à rentrer dans cette négociation. Et puis, pour terminer, dans ce débat sur les questions d'aménagement et d'articulation du temps de travail, il y a eu évidemment la question de la semaine de 4 jours qui nous est un peu arrivée, pas forcément de manière attendue et prévue dans nos textes de congrès, mais sur laquelle on a eu un débat en bureau national du mois de novembre, sur laquelle la CFDT, elle est assez mitigée. C'est aussi les positions que vous avez diffusées au niveau des cadres d'ailleurs. La Confédération, ce qui a été validé par les membres du Bureau national, c'est là où il y a de la demande d'organiser des semaines de 4 jours, il faut que ça se fasse par la négociation dans l'entreprise, au plus près des salariés et de la vie du travail. Là où ça se fait, je vois les copains de la santé, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a dans un hôpital une unité de service, un travail qui est fait sur l'organisation sur 4 jours. Mais voilà, là où c'est fait, là où ça fonctionne, c'est quand vraiment ça se fait au cœur de l'entreprise et en lien avec l'organisation. Parce que ça peut être... il peut y avoir des bons côtés. Évidemment, la semaine de 4 jours, on l'a dit, travailler sur 4 jours, ça peut être... mais alors, à temps égal de travail, vigilance sur l'intensification de la journée de travail quand même, vigilance sur l'amplitude horaire. L'exemple qu'on a eu à l'URSSAF Grand Est, c'est que du coup, les équilibres de vie, perso-vie pro, les salariés s'y sont pas retrouvés parce que partir tôt le matin, rentrer tard le soir, ça bouscule complètement la journée de travail. Donc on pourrait penser que c'est moins de déplacements, mais si au final la journée de boulot elle augmente d'1 heure de plus parce qu'il y a la question des déplacements à rentrer, il y a un vrai risque d'usure de la santé. L'exemple d'Ève sur les 12 heures
je ne vais pas le refaire, mais à l'époque, et même encore parfois, il y a un bon nombre d'infirmières qui étaient, ou de soignants plus exactement pour élargir, qui avaient envie d'être sur les 12 heures et qui sont contents d'être sur les 12 heures. Mais en même temps, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en termes d'usure, de maladie, d'explosion morale et de risque de burn-out, c'est hyper important. Donc, on a là un point de vigilance sur cette question de l'intensification. Et puis, on a la question de la dégradation aussi des relations collectives au travail, qui est un vrai enjeu sur lequel on souhaite pointer la vigilance, parce que entre le télétravail, la semaine de 4 jours, il est quand même important à un moment donné d'organiser le travail pour que les relations au travail se fassent et puissent se vivre. Et point de vigilance également sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la semaine de 4 jours, parce que notamment là où il y a des primes, alors je pense prime panier, prime, voilà, toutes les primes qu'il y a liées au travail, qui, si on le fait sur 4 jours, pourraient sauter. Et le risque, à l'inverse, c'est que la 4e journée libérée, pour augmenter le pouvoir d'achat, il y ait du travail gris qui soit mené. Et là, du coup, en termes d'usure et de risque sur la santé, on a un vrai rôle de prévention à avoir. Voilà, du coup, pour juste synthétiser tout ça, cette question, c'est une vraie aspiration. C'est aujourd'hui un vrai sujet central dans la vie des salariés. Ce n'est pas un sujet qui se traite à la journée ou à la semaine, c'est vraiment un sujet qui se traite sur la globalité de la carrière. Mais de notre point de vue, c'est un vrai sujet à mener par l'entrée organisationnelle, sens au travail, intérêt au travail, finalement un peu en lien avec tout ce qui est autour de la QVT. Voilà. Merci Isabelle. J'ai senti qu'il fallait que je m'arrête. Puis en face, elle me fait des signes, arrête. Voilà, et écoutez, on a un petit quart d'heure, à peine 10 minutes en fait. Oui, mais pour échanger, 10 minutes, pour échanger maintenant, voilà, et je ne sais pas s'il y a des questions, des témoignages aussi. Et toujours, on essaie de se lever, c'est plus pratique et plus convivial ensuite pour la suite du comité national. Bonjour, j'ai pris des notes, bien sûr. Ouais, le premier point, Laure Rossignol, je suis de la Fédération Défense, Naval Group. Ce qu'on observe là de plus en plus, c'est des seniors. Alors, j'ai pas 46 ans, c'est pas senior. Hein. C'est important. 60 ans qui ont des parents dépendants. Et on sent qu'on doit accompagner ça, et c'est pas que l'employeur. On sent bien qu'il y a un problème d'accompagnement de la société. C'est-à-dire que les parents qui restent chez eux, ils ont besoin de support, et aujourd'hui de support de personnes qui travaillent. Et ça, c'est assez nouveau, et on sent qu'il y a... que la CVT doit porter aussi un discours pour un changement de culture dans la société. Et là, on a un grand objectif devant nous à porter. Le deuxième point, sur la monétisation des CET. On sent que la CFE nous est très présente sur ce sujet, puisqu'aujourd'hui, ils proposent beaucoup à leurs adhérents de transformer les CET en compte épargne entreprise ou compte épargne retraite. Enfin, le point sur l'organisation du temps de travail, on dit souvent organisation du temps de travail, beaucoup d'échanges qu'on a, nous, avec les salariés, on revient sur l'organisation du travail en lui-même. Et ce qu'on voit poindre, c'est de plus en plus la polyvalence qui est demandée aux salariés, aux cadres, et donc un éclatement de leur journée de travail. Ils passent d'un sujet à l'autre, et le temps se rallonge par cette multitude d'interruptions, de changements de cadre dans la même journée. Et ce qui nous inquiète, c'est que de réorganisation en réorganisation, on sent que l'entreprise fait de la polyvalence le mode pour rechercher la performance. Donc on a aussi un travail sur l'éclatement de la journée de travail qui fait du temps. Voilà. Merci Laure. Voilà, Isabelle a peu de temps puisque tu as rendez-vous avec la DGT à 16h. Donc peut-être une petite minute. Est-ce que tu veux conclure, voilà, et rebondir peut-être sur l'intervention de Laure et puis nous donner un petit mot de conclusion et pour la suite de notre comité, quoi. Je suis vraiment désolée, mais voilà, on a une petite visio à 16h. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est les interruptions et l'intensification du travail à la Confédération, c'est pas mal aussi. Je partage complètement la question des aidants et c'est un sujet que, avec Jocelyne, qui est sur ce dossier-là au niveau de la Confédération,
on porte et qu'on travaille, et qui serait sans doute intéressant de creuser en ayant éventuellement même effectivement une journée ou un temps d'échange sur le sujet, parce que c'est une vraie préoccupation dans tous les secteurs professionnels, cette question des aidants, voilà, et de la manière dont la charge mentale et la manière dont on peut accompagner cette question de charge mentale et accompagner l'aménagement du travail. Après, nous, la monétisation sur le CETU, c'est vraiment quelque chose sur lequel qu'on peut assez facilement argumenter, je pense, y compris par rapport à la CFE, parce que le travail et le temps de travail n'est pas un outil d'augmentation du pouvoir d'achat, et que le risque, si le CETU... Alors, le CETU, c'est quelque chose qui est innovant, qui va être nouveau, qu'on va construire petitement et qui va s'ajuster au fil du temps, hein, parce que c'est un truc qui n'existe pas, il n'y a que nous qui le portons. Donc voilà, avant que ce soit complètement opérationnel, il va passer un peu de temps. Mais ceci étant, si on va sur la monétisation non encadrée du CETU, le risque, c'est vraiment que les salariés aujourd'hui mettent du temps de côté, travaillent plus, et que du coup, à terme, on se retrouve avec des salariés qui soient encore plus vite usés, encore plus vite cassés, encore plus vite en RPS et encore plus vite en burn-out. Moi, je pense que toutes ces questions du travail, c'est vraiment un sujet de proximité qui peut nous aider à aller plus facilement encore que ce qu'on faisait à la rencontre des salariés pour leur faire du parlons travail. Parlez-nous de votre travail, parlons ensemble de votre travail, de ce qui vous préoccupe, et construisons ensemble, reprenons du pouvoir d'agir, ce que tu disais tout à l'heure, construisons ensemble du revendicatif sur votre travail pour essayer d'activer des leviers. Moi, je suis convaincue que dans les entreprises où effectivement, enfin, le constat que tu fais, je le partage, hein, ça s'intensifie, ça se tend, il y a une augmentation des RPS, une augmentation des burn-out, il y a une augmentation des accidents du travail quand même, globalement. Eh ben, si on arrive à créer du rapport de force par l'adhésion, en faisant parler les gens, en construisant des collectifs, de mon point de vue, on arrivera à activer des leviers puisque c'est aussi comme ça que le syndicalisme a créé des droits nouveaux, et ça sera surtout dans l'entreprise, dans les entreprises avec, et on a la chance à la CFDT, c'est d'être organisé de manière à pouvoir soutenir ce rapport de force-là. Je suis vraiment désolée, je vous remercie vraiment beaucoup. J'ai les deux là, sont en train de me... Merci beaucoup Isabelle. On a une minute tout à l'heure. Luc Mathieu voilà, était juste dans le couloir quand je voulais présenter. Donc peut-être que Luc, tu peux te lever, et les membres de notre Conseil national pourront ainsi échanger tout à l'heure avec toi. Merci vraiment de prendre du temps avec nous. Tout à l'heure, Isabelle évoquait cette question quand même. Il y a quelque chose à creuser, à mon avis, sur comment est-ce qu'on coordonne tous ces sujets aidants, temps de travail, au sein de l'entreprise. Et je crois que ces questions-là deviennent des questions syndicales sur lesquelles il faudrait trouver quand même un acteur. Est-ce qu'il est syndical? Est-ce qu'il est autre chose? Ça sera à travailler courant du Conseil national sur est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose comme un référent qui commence à être une vigie sur les questions de temps et de ce qui peut y avoir derrière pour chacun, et qui soit du coup en relation avec les différents acteurs, que ce soit autour des questions de santé au travail par exemple, que ce soit des questions de mieux faire son travail et donc du côté managérial. Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser que nous devrions préciser pendant cette suite de comité national.